Pendant près d'un siècle, leur histoire a enflammé l'imagination du monde entier, inspirant des livres, des films, des procès retentissants et même des légendes de survivants. Imaginez ceci. En 1920, une femme mystérieuse, repêchée dans un canal à Berlin, prétend être Anastasia, la plus jeune fille du tsar Nicolas II. Son récit, aussi invraisemblable qu'il paraisse, déclenche une tempête mondiale, alimentant des décennies de spéculation. Était-elle vraiment une princesse perdue ou une impostrice audacieuse? Pendant ce temps, des tombes sont découvertes, des ossements analysés, et même le prince Philippe, duc d'Édimbourg, fournit son ADN pour percer le mystère. En 2007, une seconde sépulture dans une forêt russe révèle des os calcinés, ceux d'un garçon et d'une fille, bouleversant les théories. La science parle, mais l'Église orthodoxe russe reste silencieuse. Que s'est-il vraiment passé cette nuit fatale de juillet 1918? Aucun survivant, aucun sauvetage héroïque, juste une trahison brutale et un siècle de secrets. Dans cette vidéo, nous allons remonter le temps, explorer l'ascension et la chute des Romanov, plonger dans les détails de leur exécution et démêler le mythe d'Anastasia. Préparez-vous pour une histoire de pouvoir, de tragédie et de mystère persistant. Restez avec moi, car ce récit va vous captiver. Les origines de la dynastie Romanov. L'histoire des Romanov commence non pas dans la splendeur des palais dorés, mais dans un pays au bord de l'effondrement. Au début du XVIIe siècle, la Russie traverse une période sombre connue sous le nom des « époques des troubles ». Imaginez un royaume déchiré par des famines, des invasions étrangères, des révoltes internes et un vide politique total. La dynastie des Rurikides, qui régnait depuis plus de 7 siècles, s'est éteinte avec la mort du tsar Fédor, promu en 1598, un souverain faible, sans héritier. Le trône devient un champ de bataille. Des imposteurs, des aventuriers et des nobles ambitieux, les boyards, se disputent le pouvoir. Les armées polonaises et suédoises envahissent le pays, pillant et semant le chaos. Moscou, la capitale, n'est plus qu'un tas de ruines. Le peuple, épuisé par la guerre et la faim, aspire à un sauveur, à un semblant d'ordre. C'est dans ce contexte chaotique qu'émerge une figure improbable. Mikhaïl Fyodorovitch Romanov, un adolescent de 16 ans, timide et discret, vivant reclus dans un monastère avec sa mère. Pourquoi lui? Mikhaïl n'a rien d'un héros de légende. Il n'est ni un guerrier ni un stratège. Mais il possède un atout précieux. Il est le petit-neveu d'Anastasia Romanovna, la première épouse d'Ivan le Terrible, l'un des tsars les plus emblématiques de Russie. Ce lien de sang, même ténu, lui confère une légitimité aux yeux du peuple et des élites. En 1613, le Zemski Sobor, une assemblée réunissant nobles, clergés et citoyens, voit en ce jeune homme une chance de réunifier une nation fracturée. Il est jeune, malléable et ne représente pas une menace immédiate pour les puissants boyards. Mais Mikhaïl n'est pas prêt à assumer un tel rôle. Lorsqu'on lui offre la couronne, il est terrifié et refuse catégoriquement. Sa mère, consciente du danger mais aussi du devoir, lui aurait dit « Mon fils, accepte. Mieux vaut périr avec le peuple que de le laisser périr sans toi. » Ces mots, lourds de sens, le convainquent. En mars 1613, Mikhaïl devient le premier tsar Romanov, marquant le début d'une dynastie qui régnera sur la Russie pendant 304 ans. Les débuts sont loin d'être glorieux. La Russie est en ruine, les caisses de l'État sont vides et les ennemis rôdent aux frontières. Les premiers Romanov doivent lutter pour consolider leur pouvoir, naviguer entre les intrigues des boyards et apaiser un peuple méfiant. Pourtant, petit à petit, ils y parviennent. Mikhaïl, malgré son inexpérience, pose les bases d'une monarchie centralisée. Son règne, prudent et modeste, permet à la Russie de retrouver une certaine stabilité. Les Romanov s'enracinent et leur dynastie commence à façonner l'avenir d'un empire. Mais ce n'est qu'un début. Les véritables transformations, celles qui feront des Romanov une puissance mondiale, viendront avec des figures plus audacieuses, des souverains visionnaires prêts à tout pour hisser la Russie au sommet. Cette histoire d'ascension, née dans le chaos, prépare le terrain pour des règnes spectaculaires, mais aussi pour des tragédies à venir. L'âge d'or des Romanov. Le XVIIIe siècle marque l'apogée de la dynastie Romanov, un moment où la Russie passe de royaume isolé à empire redoutable. Deux figures dominent cette période. Pierre le Grand et Catherine la Grande, des souverains qui redéfinissent la Russie et laissent une empreinte indélébile sur l'histoire. Leur ambition, leur audace et parfois leur cruauté propulsent les Romanov au sommet, mais plantent aussi les graines de tensions futures. Pierre le Grand, qui monte sur le trône en 1682, est un colosse, physiquement et historiquement. Grand, impulsif, colérique, il est obsédé par l'idée de moderniser la Russie qu'il juge arriérée par rapport à l'Europe.
À une époque où les tsars restent cloîtrés dans leur palais, Pierre fait l'inverse. Il voyage incognito à travers l'Europe sous le nom de Pierre Mikhaïlov pour apprendre. Il visite des chantiers navals en Hollande, observe les tactiques militaires en Prusse et étudie l'ingénierie en Angleterre. Ce tsar, avec ses mains calleuses et son esprit curieux, veut arracher la Russie à son passé médiéval. De retour chez lui, il impose des réformes radicales, souvent par la force. Il modernise l'armée, créant une force militaire capable de rivaliser avec les puissances européennes. Il construit une marine de guerre, faisant de la Russie une puissance maritime. Et surtout, il fonde Saint-Pétersbourg, une nouvelle capitale tournée vers l'Occident, bâtie sur des marécages au prix de milliers de vies. Cette fenêtre sur l'Europe devient le symbole de son règne. Mais Pierre ne se contente pas de réformer les institutions. Il s'attaque aussi aux traditions. Il ordonne aux nobles de couper leur barbe, symbole de l'ancienne Russie, et impose des vêtements européens. Ces changements choquent et beaucoup résistent. Pierre répond par la brutalité. Il n'hésite pas à emprisonner ou exécuter ceux qui s'opposent à lui, y compris son propre fils Alexis, qu'il accuse de trahison. Sous son règne, la Russie devient un empire et les Romanov, des monarques absolus, craints et respectés. Mais ce pouvoir a un coût, les inégalités s'accentuent et le peuple, écrasé par les taxes et le travail forcé, commence à murmurer. Après Pierre, une autre figure légendaire prend la scène, Catherine la Grande, une princesse allemande qui s'empare du trône en 1762 en renversant son mari, Pierre III. Brillante, calculatrice et éclairée, Catherine est une souveraine en normes. Elle correspond avec Voltaire, lit Montesquieu et rêve d'une Russie moderne et cultivée. Sous son règne, l'Empire s'étend encore, annexant la Crimée et des territoires polonais. Elle promeut les arts, la littérature et l'éducation, faisant de la Russie un centre culturel. Mais son règne est aussi marqué par des contradictions. Catherine part de réformes, mais maintient le servage qui a servi des millions de paysans. Les rébellions, comme celle de Pougatchev, secouent son règne, révélant les failles d'une société profondément inégalitaire. Sous Pierre et Catherine, les Romanov atteignent leur apogée. La Russie devient une superpuissance, un empire qui s'étend sur 3 continents, de la Baltique au Pacifique. Mais ce pouvoir repose sur des fondations fragiles, une autocratie rigide, un peuple opprimé et une élite souvent déconnectée. Ces tensions, à peine visibles sous l'éclat de l'âge d'or, vont s'amplifier au XIXe siècle, préparant le terrain pour la chute des Romanov. Leur gloire est immense, mais elle porte en elle les germes de la tragédie. Les contradictions du XIXe siècle. Au XIXe siècle, la dynastie Romanov domine un empire colossal, s'étendant de la Pologne à l'Alaska, du cercle arctique aux steppes d'Asie centrale. Mais derrière cette grandeur se cachent des fissures profondes, des contradictions qui menacent de faire vaciller le trône. La Russie est riche, puissante, mais figée dans un système autocratique qui résiste au vent de changement qui balaie l'Europe. Alors que les nations occidentales embrassent l'industrialisation, la démocratie et les réformes sociales, la Russie reste ancrée dans l'autocratie, l'orthodoxie religieuse et un nationalisme rigide. Ce décalage va peser lourd sur les Romanov. Le siècle commence avec Alexandre Ier, un tsar complexe, à la fois progressiste et conservateur. Il est célébré pour avoir vaincu Napoléon en 1812, sauvant la Russie de l'invasion française. Mais son règne est aussi marqué par des mystères. À sa mort en 1825, des rumeurs circulent. A-t-il vraiment péri ou a-t-il abdiqué secrètement pour vivre comme moine? Ces spéculations alimentent l'imaginaire populaire, mais elles ne masquent pas les tensions réelles. Son successeur, Nicolas Ier, incarne la répression. En 1825, il écrase l'insurrection des décembristes, un groupe d'officiers réformistes qui rêvent d'une monarchie constitutionnelle. Nicolas répond par la force, créant un État policier où la censure et la surveillance étouffent toute dissidence. Son règne, surnommé le gendarme de l'Europe, symbolise l'inflexibilité des Romanov face au changement. Mais les idées nouvelles ne peuvent être contenues. Le XIXe siècle voit l'essor des théories révolutionnaires, notamment le marxisme, qui séduit les intellectuels et les travailleurs. Des sociétés secrètes se forment, prônant l'abolition de l'autocratie. Même au sein de la famille Romanov, certains, comme le grand-duc Constantin, plaident pour des réformes. Mais les tsars successifs, prisonniers de leur vision absolutiste, hésitent. Alexandre II, surnommé le tsar libérateur, pour avoir aboli le servage en 1861, tente des réformes, mais elles sont timides et tardives. Les paysans, libérés sans terre ni ressources, sombrent dans la misère. Les révolutionnaires, frustrés par le manque de progrès, se radicalisent.
Alexandre II lui-même devient la cible d'attentats et finit assassiné en 1881. Ces tensions culminent avec l'arrivée de Nicolas II en 1894. Couronné en 1896, il est un homme doux, pieux, mais tragiquement inadapté au rôle de tsar. Dès le début, son règne est entaché par la tragédie de Kodinka, où plus de 1300 personnes meurent piétinées lors des festivités de son couronnement, à cause d'une mauvaise organisation. Nicolas, au lieu de montrer de l'empathie, assiste à un bal le soir même, ce qui lui vaut le surnom de Nicolas le Sanglant. Ce faux pas n'est que le premier d'une série d'erreurs. La Russie, bien qu'immense, est un géant aux pieds d'argile. Son économie stagne, ses infrastructures sont vétustes et son peuple souffre. Les Romanov, jadis symboles de grandeur, deviennent des cibles pour les révolutionnaires. Les grèves, les manifestations et les idées socialistes gagnent du terrain. Le XIXe siècle s'achève sur une note d'incertitude, avec un tsar capable de comprendre les forces qui s'apprêtent à balayer son empire. Nicolas II et la chute de l'Empire. Le règne de Nicolas II, dernier tsar des Romanov, est une tragédie shakespearienne, marquée par des erreurs, des malheurs et une incapacité à saisir la gravité des événements. Couronné en 1896, Nicolas n'est pas préparé à gouverner. Timide, indécis et profondément attaché à l'autocratie, il croit que son pouvoir est un mandat divin, une conviction qui l'aveugle face aux réalités changeantes de la Russie. Son règne, qui débute par la catastrophe de Kodinka, ne fait que s'enfoncer dans le chaos, précipitant la fin de la dynastie. Dès les premières années, les signes avant-coureurs s'accumulent. En 1904, Nicolas entraîne la Russie dans la guerre russo-japonaise, une aventure mal préparée qui se solde par une défaite humiliante. Cette débâcle déclenche la révolution de 1905. Grèves, mutineries et manifestations paralysent le pays. Sous la pression, Nicolas accepte à contre-cœur de créer la Douma, un parlement, mais il a dissous desquels conteste son autorité. Les réformes promises ne sont jamais sincères et la méfiance du peuple grandit. Pendant ce temps, la vie personnelle de Nicolas est tout aussi tumultueuse. Sa femme, Alexandra, petite fille de la reine Victoria, est impopulaire, perçue comme distante et influencée par ses origines allemandes. Leur fils unique, Alexis, souffre d'hémophilie, une maladie qui plonge la famille dans l'angoisse. Alexandra se tourne vers Raspoutine, un mystique controversé, dont l'influence à la cour alimente les rumeurs de corruption et de débauche. Puis vient la Première Guerre mondiale, en 1914, une catastrophe qui scelle le destin des Romanov. La Russie, mal équipée, envoie des millions de soldats au front, souvent sans armes ni ravitaillement. Les pertes sont colossales, plus d'1 million de morts en 3 ans. Les civils souffrent de la faim, les villes sont paralysées par les grèves. En 1915, Nicolas prend une décision désastreuse. Il quitte Petrograd pour commander lui-même l'armée, laissant Alexandra gérer les affaires internes. Son impopularité et son lien avec Raspoutine ternissent encore davantage l'image de la monarchie. En février 1917, Petrograd explose. Les émeutes se transforment en révolution. Travailleurs, soldats et étudiants envahissent les rues. L'armée se mutine et la Douma se proclame autorité légitime. Le 15 mars 1917, Nicolas abdique, désignant son frère Mikhaïl comme successeur. Mikhaïl refuse, mettant fin à 3 siècles de règne Romanov. La famille espère l'exil, peut-être en Grande-Bretagne, où le roi Georges V, cousin de Nicolas, accepte initialement de les accueillir. Mais sous la pression politique, l'offre est retirée. Les Romanov sont placés en résidence surveillée, transférés de Tsarskoye Selo à Tobolsk, puis à Yekaterinbourg. Lorsque les bolcheviks prennent le pouvoir en octobre 1917, la famille devient un symbole dangereux, un point de ralliement potentiel pour les contre-révolutionnaires. Leur sort est scellé. Le règne de Nicolas, marqué par l'indécision et l'isolement, conduit la dynastie vers son ultime tragédie dans un sous-sol d'Yekaterinbourg. La nuit fatale de 1918. La nuit du 16 au 17 juillet 1918 reste l'un des moments les plus sombres de l'histoire russe. Les Romanov, autrefois souverains d'un empire, sont désormais prisonniers, confinés dans une maison à Yekaterinbourg, rebaptisée « maison à usage spécial » par les bolcheviks. Cette demeure, anodine en apparence, devient le théâtre d'une exécution brutale qui mettra fin à la dynastie. Les détails de cette nuit sont à la fois glaçants et révélateurs des tensions de l'époque. Après l'abdication de Nicolas, la famille impériale Nicolas, Alexandra, leurs 5 enfants, Olga, Tatiana, Maria, Anastasia et Alexis, et 4 domestiques fidèles, est déplacée à plusieurs reprises, passant de l'opulence des palais à l'austérité de la captivité. À Yekaterinbourg, ils vivent sous surveillance constante.
Les gardes rouges, souvent hostiles, contrôlent leurs moindres faits et gestes. Les rations diminuent, les fenêtres sont condamnées et l'espoir s'amenuise. Alexandra, affaiblie par le stress, souffre de problèmes de santé. Alexis, rongé par l'hémophilie, endure des crises douloureuses. Les grandes duchesses tentent de préserver un semblant de normalité, lisant, cousant, priant. Mais l'atmosphère est lourde, l'armée blanche, anti-bolchevique, approche d'Ekaterinbourg et les bolcheviks craignent que les Romanov, s'ils sont libérés, ne deviennent un symbole pour leurs ennemis. Dans la nuit du 16 juillet, le commandant Yakov Yurovsky reçoit l'ordre fatidique « Éliminer la famille ». Vers 1h30 du matin, il réveille les Romanov sous prétexte d'une évacuation en raison des combats proches. Nicolas, méfiant mais docile, obéit. La famille et ses domestiques sont conduits au sous-sol, où on leur demande de poser pour une photo, soi-disant pour démentir les rumeurs de fuite. 2 chaises sont apportées pour Alexandra et Alexis, affaiblis. Puis, sans avertissement, Yurovsky entre avec 11 exécuteurs et lit une sentence de mort. Avant que Nicolas ne puisse réagir, une balle le frappe en pleine poitrine. Ce qui suit est un chaos indescriptible. Les exécuteurs, souvent ivres ou paniqués, tirent dans la pièce étroite, enfumée par la poudre. Les balles ricochent, les cris résonnent. Alexandra et les domestiques sont abattus rapidement, mais les grandes duchesses survivent plus longtemps. Inconnus des bourreaux, les jeunes femmes ont cousu des bijoux, diamants et émeraudes dans leurs vêtements, formant une sorte d'armure improvisée. Les balles ricochent sur ces pierres, prolongeant leur agonie. Les exécuteurs, désemparés, passent aux baïonnettes. Olga est poignardée au visage, Maria abattue à bout portant. Anastasia, selon certains témoignages, gémit encore après les tirs. Le massacre, mal organisé, est une horreur prolongée. Après la tuerie, les corps sont dépouillés et transportés dans la forêt de Kopsiaki. Les bolcheviks tentent de les dissimuler dans une mine abandonnée, mais la fosse est trop peu profonde. Paniqués, ils mutilent les cadavres, les aspergent d'acide sulfurique et brûlent certains restes. Les visages sont écrasés à coups de crosse pour empêcher toute identification. Les corps d'Alexis et d'une des filles, probablement Maria, sont séparés et enterrés ailleurs. Les bolcheviks annoncent seulement la mort de Nicolas, prétendant que sa famille est en sécurité, un mensonge qui alimentera des décennies de spéculation. Le mythe d'Anastasia et les imposteurs. La mort des Romanov aurait pu clore leur histoire, mais un mystère persistant naît du silence des bolcheviks, des rumeurs de survivants. Parmi elles, la légende d'Anastasia, la plus jeune des grandes duchesses, devient une obsession mondiale. En 1920, une femme repêchée dans un canal à Berlin, après une tentative de suicide, prétend être Anastasia. Son nom, Anna Anderson. Pendant des décennies, son histoire captive, divise et alimente un mythe qui transcende la réalité. Anna Anderson, initialement silencieuse sur son identité, finit par revendiquer être la princesse disparue. Ses cicatrices, sa fragilité émotionnelle et sa connaissance surprenante de la vie à la cour intrigue. Certains, comme Gleb Botkin, fils du médecin assassiné des Romanov, la soutiennent. D'autres, comme des membres de la famille impériale, la rejettent. Son cas devient une saga judiciaire, l'un des plus longs procès d'identité de l'histoire, s'étendant de 1938 à 1970 en Allemagne. Graphologues, psychologues et experts en reconnaissance faciale témoignent, mais aucune preuve définitive n'émerge. Anderson, installé aux États-Unis, épouse un excentrique professeur et maintient sa revendication jusqu'à sa mort en 1984. La science finit par trancher. En 1994, des tests ADN révèlent qu'elle est Franziska Szankowska, une ouvrière polonaise souffrant de troubles mentaux. Son histoire, bien que fausse, alimente un mythe immortalisé par Hollywood. Pendant ce temps, en Russie, des découvertes bouleversent le récit. En 1979, 2 historiens amateurs localisent une tombe près d'Ekaterinbourg, contenant 9 squelettes. En 1991, après la chute de l'URSS, les restes sont exhumés et identifiés comme ceux de Nicolas, Alexandra, 3 filles et 4 domestiques. Mais Alexis et une fille manquent, ravivant les espoirs de survivants. En 2007, une seconde tombe, à 70 mètres de la première, révèle des os calcinés d'un garçon et d'une fille. Les tests ADN, comparés à ceux de parents vivants comme le prince Philippe, confirment qu'il s'agit d'Alexis et probablement de Maria. Le puzzle est complet. Tous les Romanov sont morts en 1918. Pourtant, l'Église orthodoxe russe hésite à accepter ces résultats. Canonisant les Romanov comme martyrs en 2000, elle remet en question l'authenticité des restes, invoquant des doutes sur la chaîne de custodie. Des théories conspirationnistes émergent, certaines absurdes, comme des accusations antisémites ou des récits de têtes envoyées à Moscou.
Ces débats reflètent les tensions entre science, religion et politique. En Russie, Vladimir Poutine exploite l'héritage des Romanov pour nourrir une nostalgie impériale, tout en jonglant avec la fierté soviétique. Le mythe d'Anastasia, bien que démenti, continue d'alimenter l'imaginaire collectif, preuve que les légendes survivent souvent à la vérité. L'histoire des Romanov est une tragédie qui résonne encore aujourd'hui, plus d'un siècle après leur fin brutale. Une dynastie née du chaos, qui a façonné un empire, s'est éteinte dans un sous-sol, sous les balles et les baïonnettes. La science a parlé. Aucun Romanov n'a survécu à la nuit du 17 juillet 1918. Les tombes, les tests ADN et les ossements calcinés ont mis fin aux espoirs de miracles. Pourtant, le mythe d'Anastasia persiste, porté par des imposteurs comme Anna Anderson et par notre besoin de croire en des récits de survie. L'Église orthodoxe, malgré les preuves, hésite, et la Russie moderne a instrumentalisé cette histoire pour des agendas politiques. Que nous apprend cette saga? Que la vérité, même confirmée, peut être éclipsée par le pouvoir des légendes. Alors, qu'en pensez-vous? Croyez-vous que tous les Romanov sont morts cette nuit-là? L'Église devrait-elle enfin reconnaître le reste? Et Anna Anderson, était-elle une menteuse ou une âme brisée offrant au monde un rêve? Dites-le moi en commentaire, cliquez sur « J'aime » si cette histoire vous a captivé, et partagez-la pour que d'autres découvrent ce drame. Abonnez-vous pour plus d'histoires historiques fascinantes. À bientôt!